Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thierry Oliva, le cerveau derrière le blog grillculture.com avec l'accent. Durant le confinement, Thierry a transformé sa passion pour la grillade en un business florissant. Installé dans le très ensoleillé Orange County en Californie avec sa femme, ses enfants et son labrador, on verra comment Thierry a su fusionner son héritage africain et européen avec le rêve américain pour créer un blog culinaire unique, riche en saveurs internationales et en techniques de cuisine simplifiées. On décolle une fois de plus vers la Californie, ça devient une habitude, avec Thierry Oliva dans La Grande Évasion. Thierry, bienvenue dans La Grande Évasion. Je te remercie, Naïm. Merci de m'avoir sur ton podcast. C'est un grand plaisir. Bon, on a une petite time difference. Oui, alors je fais le mec qui est branché avec les Américains et tout, mais ça fait toujours plaisir. Donc là, toi, tu es à Orange County, en Californie, un très bel endroit d'ailleurs. Un grand ami habite là-bas, Samy, et Nicole, qui attendent un heureux événement. Donc je leur passe le bonjour, j'en profite. Donc merci de faire du temps pour nous et pour me parler. C'est un grand plaisir de t'avoir, Thierry. Alors Thierry, qui es-tu? Tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Écoute, je suis le créateur. Déjà, je sais pas, je vais commencer avec le fait que je suis déjà un prof d'éducation spéciale ici en Californie, dans une école publique. C'est mon job à plein temps. Et puis quand je suis pas à l'école, je m'occupe de mes gosses et j'essaie d'être un bon mari. Mais c'est plus ou moins un hobby que je fais. Voilà, je suis le créateur de Grill Culture, que j'ai créé il y a quelques temps, et c'est un site qui est dédié à tout ce qui est grillade ou recettes à base de viande. Donc, il y a du poulet, on a un petit peu c'est surtout de la viande, la viande rouge. La vraie viande. Voilà, la vraie viande. Voilà. J'aime beaucoup ce qui est grillade. J'ai découvert ça. J'ai toujours été dans la grillade, en fait, même en France, en grandissant, j'ai toujours été dans la grillade. Mais c'est seulement quand je suis arrivé aux États-Unis que j'ai découvert les grillades. En fait, c'était toute une autre dimension. Ici aux États-Unis, c'est carrément une religion. Donc, j'ai découvert ça et c'était passionnant. Voilà. Alors on va en parler. On va revenir sur Grill Culture, qui est ton pas ton main business, mais qui est un projet que tu as lancé et qui m'a attiré vers toi. Tu es très modeste quand tu dis que tu es juste entre guillemets un professeur en Californie. On peut parler quand même de ton passé culinaire et entrepreneurial. Tu as eu un parcours assez fou. Donc si tu veux Ouais. commencer par où tu veux, vas-y, on a du temps, c'est spécial pour toi. Écoute, je suis né en Afrique, en Déjà. Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai grandi en Afrique jusqu'à plus ou moins l'âge de 22 ans, je dirais. Et puis bon, après, il y a toujours les allers-retours avec la France. Mon père avait été dans le textile, donc tous les étés, tous les hivers en France. Voilà, mais j'étais basé d'abord en Côte d'Ivoire et après au Maroc pendant 10 ans. Et en 2005, j'ai créé un business ici aux États-Unis. Donc, j'étais venu pour étudier à UCLA, ici en Californie, et je suis tombé. C'était super. La Californie, je suis arrivé, je me rappelle, dès que je suis sorti de l'avion, j'ouvre les portes et je voyais les décapotables avec tout le monde qui faisait des coucous. Je me disais, ça y est, je suis copain avec tout le monde. C'était super, il faisait beau tout le temps. Je me suis dit, il n'y a pas moyen, maintenant que j'ai vu ça, je ne peux pas revenir. C'est Revenir dur, en ouais. arrière, quoi. Voilà. Donc, en 2005, j'ai décidé de créer un business. C'était parce que à l'époque, c'était la seule manière d'avoir un visa Mhm. pour rester ici. Donc, j'ai pris un visa investisseur. Alors, visa investisseur, ouais, si tu veux expliquer Voilà. aux gens qui connaissent pas un petit peu le concept. Voilà. Donc, après, il y a différents types de visas pour ce qui est immigration. Tu as, t'as la loterie, ce que beaucoup de gens, en fait, commencent avec et ils gagnent la green card à la loterie. Moi, je me suis dit, je vais peut-être me baser. C'était un bon plus. Moi, je l'ai fait, la loterie, mais étant donné que j'ai pas beaucoup de chance, je me suis dit, peut-être que j'ai un plan B.
Donc, Alors, pour ceux qui nous c'était- écoutent, je fais juste un petit aparté. Moi, je l'ai gagné, cette green card, en 2020 et malheureusement, je l'ai perdu grâce ou merci ou à cause de Trump qui a banni l'immigration légale à cause du Covid, une histoire incroyable. Du coup, j'avais fait les calculs, parce que tu parles de chance, j'avais fait les calculs. Il y a généralement 1 million de personnes en average qui participent à cette loterie et il y a 50 000 visas qui sont octroyés par le Department of State, qui est donc l'équivalent un peu du ministère des Affaires étrangères en Amérique. Et donc, le ratio, c'est une chance sur 25, qui est pas si dingue que ça quand Voilà. même pour gagner une citoyenneté, ou en tout cas une résidence permanente aux États-Unis. Voilà, c'était juste l'instant mathématique green card. Vas-y, tu peux Ouais, c'est reprendre. sûr que c'est pas trop mal, ça, en comparé avec le loto. Mais moi, je Bah tenterais quand ouais. même bien le coup, le loto, parce que si jamais tu as gagné la loterie, c'est déjà un signe que tu as beaucoup de chance. Alors, je note l'auto à faire cette semaine. Ok, parfait. Voilà. Donc, on reprend. Désolé pour l'interlude, mais il fallait que je le partage. Ouais, non, bien sûr, ça, c'est quand même pas rien, hein. Ouais. Ouais, non, voilà. Bah, écoute, j'ai regardé différentes options. Il y avait du côté études, tout ça. Et puis donc, en 2005, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je me lance. Je Mhm. suis parti voir mes parents. On avait enfin, j'ai eu de la chance. J'ai grandi avec des parents qui étaient dans le domaine textile. Ils ont commencé par les allées nord du textile au Maroc. Donc, c'est pas qu'on était riches, mais on avait suffisamment de revenus pour financer ce petit projet. Ok. Voilà, donc on a créé un bar à vin. C'était la tendance à l'époque. C'était C'est un vrai que bar à c'était vin, c'était très, cool. ouais, très trendy à l'époque, ouais, Voilà. je me rappelle. Ouais, je me rappelle, il y avait partout. Il y avait tous les coins de rue, tous les distributeurs de vin se transforment en bar à vin. Ils avaient une nouvelle licence, c'était une licence de tasting. Ok. C'est la meilleure manière d'avoir un bar sans avoir besoin de demander une licence de bar. Et puis voilà. Donc j'ai créé Wine Styles en 2005. Mhm. Et j'ai travaillé ça jusqu'en 2008. 2008, c'était la crise. Donc ici, surtout en Californie où c'est assez cher, les gens dépensaient pas trop en fait en Ok. vin et tout ça. Donc c'était un petit peu la crise. Et comme mon business était encore nouveau, ben, j'ai décidé de me couper une main plutôt que de me couper un bras. Ah, bien, bien. Donc on a revendu l'affaire et voilà. Donc on n'a pas perdu trop de plumes dans l'histoire, mais c'était voilà, c'était quand même une expérience. Ouais, c'est ça que C'était j'allais intéressant, te c'est demander. fascinant d'être Qu'est-ce que tu as appris? paravin. Qu'est-ce que tu as appris comme chose, par exemple, que tu referais plus ou alors une expérience vraiment qui t'a aidé avec ce petit business de bar à vin? Bah écoute, j'ai appris que c'est pas une bonne idée de commencer la journée avec des dégustations. C'était la J'avoue, plus ouais. grande leçon. Ok. Voilà, mais écoute, moi je sais pas. De toute façon, toutes les expériences d'entrepreneur, c'est jamais perdu. C'est ça, ouais, Voilà, toujours. donc ça forme l'expérience. Et en plus, je venais j'étais au Maroc, je rendu au Maroc. Pour moi, il y avait à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités d'avoir un job ou un truc comme ça. C'est pas jusqu'à ce que je fasse mes études à Grenoble où j'ai commencé à travailler dans le supermarché, des trucs comme ça. Mhm. Mais c'était beaucoup de travail, c'était dur, mais je pense que ça m'a forgé un petit peu cet esprit américain capitaliste où Ouais, tu travailles dur, tu récoltes, t'es fainéant, bah t'as rien. exactement. Voilà. Mais c'est vrai que si jamais tu veux vraiment réussir et que tu es prêt à vraiment bosser, ben tu vas y arriver. Voilà. Mais bon, après aussi, ça m'a appris que bon, des fois, il faut quand même savoir être réaliste et se dire, bon, écoute, ça marche pas. Euh, et autant que tu veux que ça marche, il faut se dire, OK, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne affaire. Euh, la guerre est pas perdue, c'est juste une Alors, bataille. j'ai Ouais. une question Ouais. que- qui est vraiment intéressante, super, parce que c'est moi qui la pose, mais qui est vraiment importante pour moi. J'aimerais ton avis sur ça parce que je me la pose souvent. Quand par exemple, tu lances ton business comme tu l'as fait Ah, hein. et que ça avance, ça avance, ça avance. Bon, j'imagine que si t'as décidé de vendre, c'est parce que t'arrivais pas à générer assez de chiffre d'affaires ou que tu voyais que ça marchait pas. En fait, il y a toujours deux voies qui se présentent à toi à ce moment-là, c'est soit je continue parce que ma vision c'est que ça va marcher à 6 mois, 1 an, 10 ans, ou alors, non, il faut être réaliste, on arrête et puis peut-être qu'on va changer, on va revendre et tout. Quand t'as été confronté à cette intersection-là, comment t'as choisi justement d'abandonner, comme tu dis, la guerre pour pas, cette bataille-là pour pas perdre la guerre? Bah, écoute, après, là, c'était surtout une question de coût, en fait.
Je me suis donné plus ou moins, je me rappelle plus combien je m'étais donné, 1 an et demi ou 2 ans, Ah, ok. où je T'as me un suis dit, timing. bon, voilà, la clé, c'était le plan stratégique. Avant de commencer l'affaire, on s'est dit, OK. Et c'était basé sur tous les autres, c'était une franchise, en fait, j'avais créé, on Mhm. s'est basé par rapport aux autres franchises. On avait calculé qu'au bout de 2 ans, bon, c'est sûr, on va pas faire une fortune au bout de 2 ans, mais on devait arriver à un break-even Ouais, point au bout seuil de de deux rentabilité. ans. Et, euh, et puis on s'est dit, bon, voilà, on va travailler par rapport à ça, en fonction de là où on en est, et puis des chiffres et tout ça, et il va falloir prendre une décision. Et effectivement, quand on a ouvert le premier mois, ben, c'est un petit peu l'effet de nouveauté, tout le monde arrive, on a explosé le chiffre d'affaires. Je crois qu'on a financé presque 6 mois sur le premier D'accord. mois Wow. d'opération. Et par contre, dès que la nouveauté s'éteint et la crise s'est installée, on a vu que tu vois, le Ouais. chiffre a un petit peu Mhm. tendance changé. Et, après, au bout de, je ne sais plus combien on avait eu, je crois, 10 mois de, de baisse en fait de chiffre d'affaires, on s'est dit, bon, OK, de toute façon, là maintenant, il faut quand même décider. On va rentrer dans cette zone où on va perdre au change. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? On avait déjà un petit peu perdu quand même sur l'ensemble, si tu calcules en fait les frais de vie personnelle et tout Ouais, bien ça. sûr. On s'est dit, OK, ça va pas le faire. Ça va pas le faire par rapport au coût qu'on a et aux chiffres, aux revenus qu'on se fait sur les bouteilles de vin qu'on a vendues. On va pas y arriver. Après, Donc, c'était aussi beaucoup de travail derrière. bah ouais, Et j'imagine. puis, c'est du matin au soir. C'était debout jusqu'à 3 heures du mat. C'était sympa, hein, Ouais, ouais, c'était ouais, la ouais. fête, tu vois. En plus, j'étais plus jeune, donc j'étais pas marié, j'étais plus jeune, c'était cool. Mais j'étais à une époque aussi de ma vie où je voulais quand même fonder une famille. Et j'avais pas envie de rester faire la teuf le soir Bien jusqu'à sûr. 3 heures du mat. Donc, je dis peut-être que cet équilibre un petit peu vie personnelle et vie professionnelle, ça, c'est peut-être pas pour moi, quoi. Donc, voilà. Donc, je me Ok. suis dit, c'est pas comme ça que je me vois dans 10 ans et c'est pas non plus, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui va se rentabiliser. Parce qu'après, tu peux toujours engager un manager et tout ça, mais là, je me Bien suis sûr. dit, voilà. Donc, voilà, après, je suis reparti, je suis rentré un petit peu au Maroc, je suis resté un petit peu. Donc, J'ai aidé mon reculer père, pour en mieux fait. sauter. T'es Ouais, retourné voilà, au c'était un petit Maroc, changement d'ambiance, peu. changement de continent. Exactement. Et puis, c'est sympa, Casablanca, c'est tout le monde, c'est des petits C'est apéros à autre la chose. maison. Ouais, bien sûr. Avec mes parents, je bossais avec mon père pendant pas mal de temps. Je faisais les trade shows, donc je lui trouvais pas mal de clients sur le marché américain, donc ça a un petit peu aussi aidé l'affaire. Bien. Et voilà. Et puis en 2013, quand j'ai rencontré ma femme, on a eu notre petite fille. En 2013, on s'est dit, OK, faut quand même qu'on se stabilise quelque part. Hop, on rentre sur les États-Unis. Et c'est là où je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Et je fais? Alors, qu'est-ce qui se passe dans voilà. ta tête à ce moment-là? Bah, écoute, moi, j'avais toujours, en fait, je sais pas trop. J'ai toujours pensé que j'allais être un. J'ai jamais pensé que j'allais être un prof. Ok. J'ai toujours été très en arrière, en fait. Dans notre jargon ici aux États-Unis, on va dire que j'étais ADD. Je vois. Donc, j'arrivais pas à me concentrer en classe. J'étais toujours, tu sais, sur mon bulletin, c'était toujours, ouais, un garçon intelligent, beaucoup de potentiel, mais très discret. C'est un rêveur. Et en fait, c'est pas que j'étais un rêveur, c'est juste que j'arrivais pas à me concentrer, tu vois. Ouais, pas de feu, ouais, pas de Donc, focus, ouais. donc ma femme, elle, j'ai une licence en plongée, je suis un prof de plongée aussi. Et ma femme me voyait enseigner la plongée à la maison pour des potes. Ah, mais tu sais quoi, t'es un bon prof, t'as jamais pensé à être prof? Je dis, ouais, mais je sais pas qu'est-ce que je ferais. Tu sais, je me suis jamais vraiment envisagé être prof. J'aime bien enseigner, mais je me suis jamais envisagé. Donc, quand on est arrivé ici, elle était prof. Et Mhm. elle m'a dit, écoute, je connais des gens sur Los Angeles, tu veux faire peut-être un stage. Et c'était dans l'éducation spéciale. Et je suis parti, j'ai fait 2 jours avec des autistes très sévères et tout ça. Et je me rappelle, hein, le premier jour, c'était une gifle, hein. Waouh, Travailler ouais, avec les c'est enfants clair. handicapés. En plus, ils m'ont jeté. Tu sais, Bien sûr. vas-y, Ouais, fais ce que ouais, tu ouais. veux. J'arrive, ouais, mais j'ai pas eu de formation, je n'ai jamais observé, je sais pas quoi faire. Elle m'a dit, bah, tu sais quoi, bienvenue dans les domaines d'éducation spéciale. Il n'y a pas du tout de recette, il n'y a pas de formation. Waouh. Tout ce que tu dois faire, tu dois essayer de les aider à traverser la journée et tout ça. Et je me rappelle, je suis rentré, j'étais lessivé, hein, je me suis allongé sur le lit et tout Ouais, ça. ouais. Mais j'avais jamais ressenti un sentiment aussi bon. J'avais vraiment l'impression que j'avais fait quelque chose de bien. Ok. Et j'avais adoré, en fait. Il y a un moment où je me rappelle, cet étudiant, il n'arrivait pas à faire quelque chose. Et je l'ai aidé à faire son activité. Je me suis posé comme ça. Et le voir comme ça être. Euh,
arriver à faire son activité malgré ses difficultés, ça m'a motivé. En fait, j'avais envie de revenir, d'essayer encore. Je suis reparti 2e fois, 3e fois, 4e fois. Et écoute, 1 an et demi plus tard, ben, j'avais ma licence de prof et puis voilà. Et puis, à ce jour-là, je ne me vois pas trop, faire autre chose en fait. Incroyable. Et alors, à quel moment arrive Grill Culture? Parce que c'est quand même un truc important ça a l'air d'être une consécration un petit peu, entre guillemets, de ton parcours. Alors, comment ça s'est passé? Bah, j'ai toujours un peu eu la fibre entrepreneur et puis j'ai jamais trop digéré non plus d'avoir fermé Real Culture. Non, pas qu'est-ce que Le premier business, ouais. Je me suis dit, putain, je vais quand même pas rester sur une défaite comme ça. Et voilà. J'adore. Donc j'avais, pendant les premières années, j'avais regardé différents trucs sur, bah, si on faisait une franchise dans l'éducation, ou et si on faisait ça, et si on faisait ci. Et puis j'avais jamais vraiment trouvé quelque chose qui me botte vraiment. Et puis pendant Covid, en fait, c'était vers la fin de Covid, j'avais, il y avait un article comme ça avec une jeune, je crois que c'était une collégienne, un truc comme ça, qui avait écrit un article dans New York Times ou LA Times, je ne me rappelle plus. Et puis elle était sur la plage, elle était relaxée, et puis elle a raconté son histoire dans le domaine du blogging et tout ça. Je suis voilà, c'est parfait pour moi. Je me vois bien être sur la plage avec mon Bien sûr. ordinateur. Le piège, c'est le pas piège du tout habituel. comme ça que ça se passe. Voilà. Work Voilà, from c'est home, avec, work remotely, en train de boire des cocktails sur. Bon, t'es pas loin de la plage, toi, ça va. Ouais, ça va. Non, c'est pas trop mal. C'est vrai que c'est pas trop mal. Bon, enfin, voilà. C'est un peu comme ça que je me suis intéressé au domaine du blogging. Ouais. Et puis, j'avais toujours adoré la grillade. Comme je dis, depuis que je suis un enfant, mon père faisait des grillades, ma mère cuisinait ses plats internationaux. Mon père, c'était les grillades des étés à la plage. Donc, c'est toujours toujours été important pour moi la grillade et voilà. Et j'avais au fur des années, depuis que je suis arrivé ici, c'était devenu mon hobby parce que j'avais eu ma petite. Déjà avec la petite, il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit, donc j'essayais d'aller surfer un petit peu de temps en temps. Mais quand mon fils est arrivé en 2016, c'est bon, laisse tomber, il n'y a plus ni de surf ni de quoi que ce soit. Rien du tout. C'est à peine si je pouvais prendre une petite balade Full de time. temps en temps. Voilà. Donc je m'étais dit, il faut quand même que je me ressente sur quelque chose. Et la grillade, c'était un petit peu mon petit plaisir. Voilà, le week-end, c'était un mon moment par moi-même. Je cuisinais et voilà. Et puis on se mettait autour de la table, on passait du temps ensemble. C'était agréable. Et donc quand il y a eu la pandémie qui nous a un petit peu tous chamboulés, à la maison, il n'y avait pas grand-chose à faire à part des grillades. Donc je me suis vraiment recentré pour pas perdre la tête à la maison. Je me suis acheté un sous-vide, un nouveau barbecue, tous les équipements nécessaires et je développais un petit peu mon expérience en fait dans le domaine de la grillade et puis voilà. Et puis en 2020, c'est peut-être un peu plus tard, 2021, on a recommencé à avoir du monde à la maison, on faisait des petites fêtes et tout le monde nous disait oh la vache, putain, je savais pas que tu savais faire ça. Wow. Vas-y, lance-toi. Your grillade is amazing. Avec l'enthousiasme classique des Californiens pour qui tout doit marcher. Ça m'a un petit peu boosté mon ego. Ouais. Forcément, je suis un pro, donc ok, je t'envoie la recette. Tu et puis des truc... petits textes. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre. Tu ressens ce truc-là d'enthousiasme et de fuite en avant, limite, des Américains, parce que moi, ça m'a beaucoup touché quand même. Et le fait de vivre là-bas en permanence, ça s'estompe à un moment ou pas? Non, moi, écoute, j'aime bien. Je me rappelle quand je suis arrivé ici à Los Angeles, je me baladais sur la plage et puis c'était pas trop mon truc d'aller envoyer de faire coucou à des gens que je connais pas. Et je me rappelle tout le monde. Je me rappelle, je passe sur la plage Santa Monica, tout le monde dit hey, salut, hi, machin truc. Et je dis ça me fait bizarre, moi je suis pas trop mon genre quoi. Mais de nos jours, enfin maintenant c'est encore pareil. Il y a des voisins là, je viens de promener le chien, à des gens que je connais même pas. Et qui sont là, la nana, elle passe en voiture, elle fait hi, coucou, avec les enfants, truc machin. Ah bon, ok. Ils sont incroyables. Mais j'adore ça, c'est très sympa. T'as l'impression d'être au Club Med tout le temps. Ouais. Ok, donc tu commences à voir qu'il y a une espèce d'engouement dans ton cercle autour de toi. J'essaie juste de faire le diagnostic là de ce qui t'a fait lancer. Et à quel moment tu décides, bon, ok, on va faire grillculture.com, on va en faire un business, parce que on y reviendra là dans peu de temps, mais c'est quand même un truc sérieux, c'est pas juste un blog, t'as tout un programme, un système, t'as du vrai marketing, t'as
t'as ta newsletter, etc. Donc, comment t'es passé de ce moment-là où tu as le déclic un petit peu jusqu'à la création? Bah, au début, je vais dire, c'était un petit peu le hasard. D'abord parce que j'ai vu cet article et tout ça, je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer. Et j'avais lu un petit peu sur Internet avant, je m'étais dit, c'est quoi exactement être un blogueur? Ça n'avait pas vraiment l'air d'être super compliqué, surtout l'avant Covid. Ouais. Être un blogueur, c'était pas trop compliqué. Tu vois, il y avait tellement peu de concurrence, les gens ne savaient pas c'était quoi être un blogueur. Donc il y avait pas, il y a eu beaucoup de grands succès sans nécessairement avoir investi beaucoup de travail dedans. Donc j'ai quand même eu un feedback positif et tout ça. Et j'ai commencé et j'ai regardé un peu comment faire. Je m'étais acheté le Blogging for Dummies. Voilà, pour les nuls. Allez, Voilà. on va commencer par là. Voilà, j'avais commencé, j'ai lu comme ça et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Voilà, et j'ai pris un hébergement qui était abordable. Je me rappelle plus c'était lequel à l'époque. Bon, j'ai changé plus tard après, mais j'ai commencé vraiment basique. J'ai pris un nom où tu n'avais pas besoin de payer, il n'y avait pas beaucoup de Mhm. concurrence et tout ça. Et j'ai fait plus ou moins un site web draft. Alors au début, c'était un petit peu brouillon. J'étais, comment ça s'appelait? Grilling with the Homebody. Ok. Mes enfants m'appelaient Homebody parce que j'étais un petit peu, après Covid, j'étais devenu un petit peu antisocial. Ah ouais? J'étais coincé à la maison tellement longtemps que je sortais plus de la maison, je voulais plus sortir et je mangeais bien à la maison, c'était très sympa. Voilà, donc je Ok. sortais plus trop, donc il m'avait appelé le Homebody. Euh, voilà, donc j'avais commencé comme ça et voilà. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, je m'étais rendu compte que, en fait, je n'étais pas sur la bonne voie. Et ce qui a vraiment changé tout, c'est quand je me suis inscrit sur Food Blogger Pro. Ah, Et ah, vas-y. c'est un site créé par des Américains, en fait, mais c'est surtout axé sur la formation D'accord. des blogueurs dans le domaine de, Dans ton domaine à toi. voilà, dans mon Ils ont domaine. tout, les Américains. Ils ont Ils créé ont leur tout. propre, leur propre business pour la niche des blogueurs food, quoi. Exactement. Non. Et c'était un affilié, et j'ai trouvé sur mon site d'affilié, j'avais commencé, j'étais un affilié déjà automatiquement, et j'ai trouvé ça et je me suis dit, bah, attends, c'est exactement ça que je veux. Mais j'étais un petit peu sceptique au début, je me disais, ouais, je sais pas, est-ce que ça va vraiment marcher ou pas, est-ce que ça va pas être une perte de thunes et tout ça. Après, je me Ouais, suis dit, bon, de toute façon, il faut investir, c'est sinon clair. je vais continuer à être un peu de côté. Et voilà. Et je me suis donné 3 mois où je me suis mis à fond dessus. Ok. Le soir, je regardais des vidéos, je faisais des formations et tout ça. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je revoie un petit peu le concept. Donc, j'ai commencé avec mon plan stratégique. Je me suis renseigné sur les sites, tout le reste. Et puis voilà. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et à partir de là, c'est devenu Grill Culture et c'est le site qui est aujourd'hui. Alors, Voilà. quelle différence, enfin, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, sur quoi ils t'ont fait ouvrir les yeux, ces Américains, avec leur formation de blogueur? Des trucs auxquels tu n'avais pas pensé, ou alors une façon de voir les choses sur des trucs que tu faisais déjà? Qu'est-ce que c'était? Le premier truc qui a changé, c'était un petit peu passer d'un esprit, ouais, c'est un hobby, c'est plus une distraction, c'est plus voilà mon petit passe-temps, à c'est un business. Parce que quand même, déjà, il fallait changer mon état d'esprit parce que c'était où tu le fais bien, ou tu le fais pas bien. Mais si tu le fais pas bien, de toute façon, tu vas rien gagner. Donc, t'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit, ça va jamais prendre. Parce que finalement, ce qu'ils expliquaient, c'était que être un blogueur, c'est pas seulement de faire des recettes que tu aimes bien ou de publier des articles que tu aimes bien sur un sujet que tu aimes bien. C'est qu'il y a une demande sur le marché et tu dois répondre à la demande. Et tu dois écrire sur des domaines très particuliers que les gens recherchent et tout ça. Sinon, il n'y a absolument aucune chance. Tu dois avoir la concurrence, il y a tellement Paramètres. d'éléments qui rentrent en jeu de paramètres que c'est pas vraiment quelque chose que tu fais en passant, c'est une science en fait, d'être Ok. un blogueur. Waouh. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un déficit parce que il y avait je crois, que j'avais écrit 23 articles et je faisais un article par semaine. J'avais pas trop de SEO très structuré. Euh, les trucs, ils n'étaient pas optimisés non plus Ouais. pour Google et tout ça. Et tous ces nouveaux concepts, ça faisait partie de cette formation de Food Blogger Pro. Et c'est là où je me suis dit, attends, ouais, effectivement, là, ce que je fais, c'est absolument aucune chance que ça marche. Et donc Waouh. voilà, donc on en parlait un petit peu avant. C'est là où je me suis mis sur RankIQ et j'ai commencé à utiliser ChatGPT. J'ai aussi appris sur ChatGPT comme quoi tu peux pas l'utiliser pour faire tes articles. Il faut que ce Bien soit un sûr. assistant plutôt que l'inspiration derrière le blog.
J'ai commencé à me faire mes YouTube vidéos sur tout ça. Donc voilà. Mais il fallait aussi gérer l'équilibre en fait entre famille et boulot parce que c'était pas facile non plus à expliquer à ma femme que je me réveille à 4 heures du matin pour faire mon blog. Je lui dis à peine bonjour. Et le soir, je Waouh. reviens, je suis dessus encore et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Le premier article que j'ai posté, ça m'a pris 24 heures. Waouh. Elle m'a dit attention, il n'y a aucune chance que tu vas faire ça. Ah, tu m'étonnes. Je m'embarque pas là-dedans. Qu'est-ce qui t'a. Alors, derrière ton sourire et ton côté vachement accessible, il y a l'air d'y avoir quelqu'un quand même de très déterminé pour avoir ce lifestyle-là. C'est quoi qui te drive? J'ai l'impression que c'est un peu ta famille, ta vie de famille, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, non, enfin, en fait, j'ai toujours été plus ou moins entrepreneur et puis j'ai toujours eu cet esprit où j'ai toujours eu le besoin de bâtir un business, en fait, de faire un business. Construire. Ouais. Voilà, de construire quelque chose et voilà, ça fait partie un petit peu de mes ambitions personnelles depuis que je suis un enfant, en fait. Ah, premier, les premières idées que j'ai eues au début, c'est quand on est jeune, comment on est, hein, j'avais mes idées professionnelles où il fallait que je vende des trucs pendant que j'étais au lycée, des machins. Ah, c'est toujours été là. Mais ouais, si jamais je devais dire quelque chose, c'est plus pour pouvoir me permettre d'offrir plus à mes enfants qu'autre chose. Voilà. Si jamais j'arrive à créer quelque chose qui est durable, en fait, ben, j'aimerais bien leur passer ce business et partager ma passion avec eux. Magnifique. Voilà. Et alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite commencer un blog culinaire ou autre, un blog comme ça, à partir de sa passion, via un business concret, les trucs les plus importants? Bah, moi, je dirais déjà la première chose, c'est je pense qu'il y a des niches, il y a des niches qui vendent bien et qui vendent vite. Mhm. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Je dirais qu'il ne faut pas se lancer un petit peu la manière où je me suis lancé. Si jamais je devais le refaire, je dirais, je commencerais simplement avec réseaux sociaux. Et c'est un peu, les réseaux sociaux, ça marche pas ça vend pas en fait au niveau du SEO. C'est pas du tout là où on veut être à long terme. Mais c'est un petit peu une bonne manière de tester la tendance du marché, la demande et aussi ses atouts personnels en temps de communication. Si jamais tu arrives à vraiment avoir des gens qui te suivent, qui sont intéressés à ce que tu veux, qui te posent des questions, que tu as beaucoup de feedback sur Internet, déjà, si tu es sur une bonne piste, c'est qu'il y a de la demande. Voilà. Mais faire des bonnes recherches, en fait, parce que c'est un petit peu la graine que tu plantes. Après, si jamais plantes pas la bonne graine ou de la bonne manière, bah forcément, tu vas galérer hein, pour faire grandir ton business. Donc, je dirais, c'est commencer par là, se donner, ça prend du temps, hein, il faut vraiment avoir du temps. 5 ans, Waouh. 5 ans d'investissement pour créer le business, le structurer. Et c'est aussi personnellement, si jamais tu es nouveau au domaine du blog, tu as besoin d'apprendre. Et voilà, donc il y a peu de chances que tu vas vraiment avoir un retour. C'est pas du tout comme cette nana qui me disait qu'elle est sur la plage. Voilà, En fait, c'est c'est une beaucoup de retraitée travail. qui s'est mis en mannequin jeune, Je pense aussi, hein. mais ouais, ça lui a pris 40 ans pour être sur la plage. Voilà, c'est une vieille photo. Et alors, on sent, dès qu'on arrive sur ton site, Grill Culture, on sent que, comme tu le dis, c'est un business, c'est un blog, tu es un mec passionné, tout ça, on sent que tu incarnes quand même ton truc. Il y a du personal branding et tout, mais dès que tu rentres dans les articles, dès que tu commences à t'aventurer, tu sens qu'il y a tout un système, un vrai système de capture de lead, donc de capture d'adresse email, s'abonner à la newsletter, donc derrière monétisation pour toi via des produits digitaux, etc. Est-ce que tu t'es entouré ou alors tu as fait ça tout seul? Non, 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 j'ai tout fait tout seul. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré euh, deux personnes qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé pas vraiment pour tout ce qui est l'aspect technique et tout ça, mais pour plus ou moins me mettre dans la bonne direction. J'ai engagé, ça s'appelle NerdPress. Attends, c'est NerdPress, je sais pas, il faut que je vois, je te le dirai de toute façon un peu plus tard. Ouais. Et c'est une compagnie qui spécialise dans le SEO, parce que ça, c'était l'aspect technique. Peu importe de quelle manière j'essayais de gérer le SEO, il y avait toujours un déficit. Et il y a beaucoup de changements dans le domaine du SEO avec Google et leurs updates et leurs algorithmes et tout ça. Je me suis rendu compte que c'est pas un truc que je pourrais gérer. Donc, je les ai engagés
Et c'est une super compagnie, en fait. Pour qu'ils te fassent excuse-moi, c'est pour bien comprendre, c'est Mhm. pour qu'ils te fassent tes articles ou alors Non, qu'ils non, t'organisent ton site? c'est seulement l'aspect technique d'optimisation de la structure de ton site web. Ah ouais, Euh, ok, d'accord, des liens, etc. voilà. Ok. Voilà, il l'optimise pour l'usage sur téléphone, sur mobile, l'usage sur desktop, tablette. Il s'assure que toutes tes pages, elles sont optimisées. Il y a tout l'aspect vraiment technique, pas du tout le contenu. Mais grâce à eux, je suis à 98% Énorme. d'optimisation, ce qui est, j'ai jamais Alors, réussi à faire ça je note en. ça, c'est NerdPress, c'est ça, hein? Ah ouais, attends, je vais regarder. Nerd. Je vous Voilà, mettrai les NerdPress. liens, bien sûr, dans les show notes, Voilà. en plus du Et site. NerdPress, c'est super, mais ils ont un plan ils ont plusieurs plans en fait. Mhm. Et ils ont un plan qui est assez basique, à $180 par mois, c'est quand même une petite somme. Ouais, Mais c'est un petit peu, tu vois, de cet état d'esprit, je disais au début, où ils disaient, et si jamais tu pars sur Food Blogger Pro, ils te disent au début, ouais, euh, you have to spend money to make money. et oui. Donc, Alors si ça, tu les veux. Américains le savent, mais pour les Français qui écoutent, réveillez-vous parce que c'est vraiment ça. C'est comme ça que ça Bah, marche. après, je suppose, peut-être que tu arriveras à le faire par toi-même si jamais tu as vraiment cet aspect technique, mais c'est Ouais, tellement c'est long, c'est long. particulier que, voilà, moi, je sais Quand on pas. Et n'a pas après, il y a beaucoup d'argent, de c'est du travail à temps. faire. Ouais, voilà. Exactement. Ouais, mais moi, je me suis dit, il y avait aussi, comme je disais, cet aspect, tu vois, un peu équilibre famille, travail. Avoir un job à plein temps en tant que prof, plus deux enfants en bas âge, Wow. c'est pas évident. Donc, pour moi, mon cap, c'était à euh, deux posts par semaine Mhm. et deux vidéos par semaine. Et c'est Wow. un petit peu l'équilibre sur Rank IQ, comme je disais avant. C'est le créateur de Rank IQ, c'est Brandon Gailey. Et c'est un mec c'est toujours été une tête, un mec incroyable. Et, il est à fond sur tout ce qui est blogging. Et il y a beaucoup de choses à apprendre de lui. D'ailleurs, je suis son podcast. Il a un podcast qui est top. Et il te donne que des questions sur. Enfin, il aborde beaucoup de questions pour les blogueurs, Mhm. de comment optimiser tout ça. Et donc, sur Rank IQ, il t'aide à trouver les mots-clés et c'est ce qu'il te dit. Tu dois avoir un minimum de 2 posts par semaine Mhm. pour réussir à optimiser ton site web sur une période de 2 ans, un truc comme ça, pour vraiment arriver à escalader ton site sur les top 10 Quand même, de Search Engine. tu t'es vraiment formé. On sent que tu es allé quand même dans les détails de la machine. Tu as mis les mains dans le cambouis. Tu as appris quoi d'autre sur ça quand tu as commencé à voir qu'il y avait, que tu arrivais à ranker sur les SEO, etc. Tu as vu qu'il y avait du trafic qui arrivait. Alors là, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, ah, ok, j'ai réussi à trouver ma niche ou mon marché, ma demande, etc. Donc maintenant, il va falloir les monétiser, ou alors tu étais déjà prêt avec ton système de remarketing, de retargeter les gens. Comment t'as fait? Bah, j'avais fait une formation quand j'étais au Maroc sur lead management. Ah, Et tu t'es d'ailleurs, quand ça même a formé transformé ma beaucoup, vie. hein. Ouais, je me suis quand même formé. J'ai quand même eu Ouais, beaucoup de chance à ce ouais. niveau-là. Voilà. Mais ce lead management, c'est l'idée un petit peu Alors, est-ce que ça a à voir avec le... d'amélioration Ah continue, oui, d'accord, ok. tout ça. Donc, en fait, tu te fais, déjà, j'avais fait un strategic plan, en fait, au début du mon projet sur le nombre de sessions que je vais avoir parce que l'idée, c'est d'arriver à être monétisé au niveau SEO avec Mediavine. Ouais, C'est là où tu commences à faire qui est de un peu l'argent. comme Google, comme le service j'ai oublié le nom de Google De AdSense, AdSense. un petit peu comme Voilà. AdSense, ouais, qui en gros Voilà, c'est un petit. utilise votre site internet comme une vitrine pour placer ses propres publicités qui seront Voilà. vues par les utilisateurs, plutôt que de faire comme Voilà. au siècle dernier, les bannières de sites que nous on choisit. Vous allouez un espace publicitaire précis à Google et lui s'occupe de placarder les affiches, en gros, selon Voilà. l'utilisateur. Voilà, ceux qui font tout le travail par rapport à ça. Mais Mediaval, en fait, il y a quand même un cap qui est quand même assez élevé. Je crois qu'il faut que tu aies. Je me rappelle plus, mais c'est 10 000 sessions par mois, quelque chose dans le Waouh! genre. Avant, je crois que c'était 5 000 sessions par mois. Et voilà. Donc, mais en fait, j'ai regardé sur beaucoup d'autres sites qui font plus ou moins la même chose. Et c'est vrai que à 10 000 sessions par mois, il y en a beaucoup qui disent, ouais, je me fais $2 000 et ça. Là, en réalité, tu fais pas $2 000. Ouais, C'est ça. alors, c'est plus de Tu fais 100. entre 200 et quelques Ouais. et $500 par mois, mais c'est là où plus ou moins
Ouais, ça Tu commence au couvres moins à tes, produire, à produire du revenu. C'est déjà pas mal. voilà, voilà. Et je pense que quand tu es là aussi, il y a l'algorithme de Google qui pick up. Et là, dans ce cas-là, tu peux te retrouver propulsé assez haut. Et voilà. Donc, je me suis dit, voilà, il faut vraiment maintenir ce cap des deux posts par semaine sur la longueur pour y arriver. Et après, je regarde aussi beaucoup tout ce qui est les clics. Et Mhm. pour les clics, je me suis rendu compte que, en fait, il faut intégrer beaucoup de choses à cliquer, en fait. C'est là où l'algorithme te dit, bon, bah, tiens, si jamais tu cliques ici, si tu as tant de clics, ça veut dire que tu as un bon site. Donc, voilà. Donc, il y avait beaucoup D'accord. de YouTube à ajouter et tout ça. Et d'ailleurs, cet été, il y a eu un grand changement avec le nouveau AI système de Google. Ouais. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de recherche, surtout dans le domaine, c'est un impact sur tout ce qui est plus ou moins information. Euh, moi, je fais des recettes et il y a aussi les blogs information. Donc, par exemple, c'est ouais, comment est-ce que je vais faire, je sais pas moi, un filet mignon au Roquefort. Et puis après, il y a aussi quel est le meilleur barbecue que je peux acheter. Donc, pour tout ce qui est recettes, tu as tout ce qui est les étoiles, enfin tous les reviews, Les les ratings et ratings, tout ouais. ça, c'est surtout sur ça qu'il faut se concentrer. Mais pour tout ce qui est information, ce qui était quand même une grande partie de mon site web, parce que j'avais quand même 50% de mon site web qui était fait basé sur l'information, je me suis rendu compte que maintenant, avec le nouveau AI système de Google, en fait, il te déclasse. Ah, d'accord. Donc, tu es obligé de créer un lien avec la clientèle, avec ton audience pour bâtir ce suivi, en fait. La clé, c'est d'avoir des gens qui te suivent, des subscribers qui Mhm. viennent et qui essaient de... Voilà, c'est à travers ce lien que tu maintiens un cap élevé. Donc, l'été dernier, j'ai commencé avec YouTube et je me suis dit, bon, pas moyen, il faut que tu commences à faire du YouTube parce que sinon, Bah ouais. tu vas perdre beaucoup de place, tout ça. Donc, voilà, c'était le deuxième truc. Donc, deux posts qui sont optimisés avec RankIQ euh, et deux posts, en fait, sur YouTube qui sont optimisés avec vidIQ. VidIQ. Ah ouais, il y a aussi VidIQ. C'est-à-dire Ouais. il va regarder la description de ta vidéo ou alors. Ben, en fait, sur le YouTube, il te recherche le titre. En fait, il voit si jamais le titre, il est Ah, optimisé d'accord. avec des keywords il te Waouh. donne aussi des keywords, il te donne les tags. Il y a Waouh. beaucoup de choses, en fait, qui fait pour Il que y a beaucoup d'un de point de choses. vue SEO, que tu restes, arrives à Ah, être au ça a top. l'air cool, hein, mais vous croyez qu'il a lancé ça dans sa chambre tranquille et tout, mais en fait, tu t'es formé pendant des mois, tu as fait un plan stratégique. Ah Quand on voit ouais, le site, c'est du travail. quand on n'y connaît rien, tout a l'air facile. C'est un peu comme une boutique qui est construite, tu sais, avec l'architecture comme ça, là, dans les rayons, mais ça a l'air facile. Mais non, non, tout est pensé, tout est. Donc, alors, tu as lancé ce site, tu étais déjà prêt à accueillir des subscribers, etc. Qu'est-ce qui se passe quand les gens mettent le doigt dans l'engrenage, en gros, en te donnant leur adresse email? Comment tu as pensé le truc de, alors, qu'est-ce que j'en fais de cette adresse email? Comment je la monétise? Comment tu as pensé? Comment tu as réfléchi ça? Bah, là, en fait, c'est surtout pour les affiliate links. Parce que le SEO traffic, c'est ce qui t'amène chez Mediavine où tu commences à faire des revenus par rapport à tout ce qui est publicité sur le site. Et après, il y a tout ce qui est affiliate marketing, qui est tous les produits que tu vends et tout ça. Et c'est surtout sur la newsletter Mhm. que tu peux amener des trucs. Donc, après, effectivement, j'avais t'envoyé une lettre à ton audience et que sur la lettre, t'as que des recettes et t'as pas beaucoup de conseils et qu'ils voient bien que c'est très impersonnel et Bien sûr. que finalement tu fais que de la pub, hein, les gens ils achètent pas. Mais si tu arrives à faire une lettre qui est quand même assez personnelle où vraiment tu essaies d'aider Ouais, l'audience, quand tu vas c'est leur dur. dire ouais bah écoute regarde ce barbecue honnêtement il est top, je te conseille vraiment d'y aller et de l'acheter. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais tu sais quoi, si vraiment t'aimes ça, ce thermomètre, c'est le thermomètre. Les gens, ils vont y aller, ils vont l'acheter. Donc voilà, c'est plus ou moins bâtir ce lien avec la clientèle. Mais là, maintenant, pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore ma mailing list, elle est tellement, elle est pas du tout là où je voudrais qu'elle soit. Donc c'est vraiment un truc sur lequel je travaille en ce moment. J'ai pas beaucoup de subscribers par rapport à ça. Donc ma lettre est assez basique. J'ai une lettre qui est automatique, Mhm. juste qui envoie les posts que j'ai. Donc je pense que je me suis dit quand j'arrive à un certain volume, ça va justifier l'investissement en temps et tout le reste. Voilà. Là maintenant, je me concentre surtout sur tout ce qui est SEO et le YouTube pour bâtir justement ce suivi et tout le reste. Alors, est-ce que tu as attaqué les TikTok et toutes ces plateformes-là, vidéo, focus sur les vidéos ou pas encore, ou pas du tout, c'est pas ton objectif?
TikTok, c'est pas mon audience. En fait, Ok. mon audience, c'est surtout de ce qui est 35 à 65 hommes dans les 35 plus, voilà. Et ils sont pas trop sur TikTok. Il y a beaucoup de ça. Alors, C'est surtout sur YouTube et sur Google. Mon audience, en fait, recherche beaucoup et c'est surtout les étoiles et les revues. C'est un peu comme ça qu'ils vont sur le site. est-ce que tu as un plan pour parler à des marques pour qu'elles te sponsorisent? Est-ce que c'est déjà fait? Comment tu abordes c'est un peu une nouvelle économie. Aux States, ils sont déjà sur ça depuis une dizaine d'années, ça fait longtemps. Il y a des blogueurs qui sont devenus des stars mondiales, comme Tim Ferriss, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon obsession avec lui. Mais même Joe Rogan, qui était un présentateur, entre guillemets, lambda, plutôt charismatique, et qui présentait l'UFC, donc les combats de MMA et qui est devenu le podcasteur numéro un aujourd'hui, qui a été payé 100 millions de dollars par Spotify pour avoir l'exclusivité. Donc, eux sont vraiment depuis longtemps sur ça. Nous, ça commence ici en Europe, comme d'habitude. Euh, Comment tu penses ça? Comment tu te dis, bon, je suis là, maintenant je vais aller voir les marques là. Est-ce que tu y penses déjà? Ça fait déjà partie de ton plan stratégique ou pas? J'ai déjà une grande marque avec qui je travaille depuis pas mal de temps, c'est Snake River Farm, c'est les distributeurs numéro un de Wagyu. Et Ok. je fais beaucoup de travail avec eux, surtout vidéo et tout le reste. Alors, le premier poste que j'ai eu, c'était une revue leurs produits. Et ça fait un bout de temps que je travaille avec eux, mais c'est tellement de travail que Ouais. à ce stade, je n'ai pas regardé ailleurs. Pour Ok. l'instant, je me concentre. Je n'ai pas trop envie de. C'est vrai, je pense que c'est surtout là où tu fais de l'argent, parce que si tu arrives à un certain volume de trafic sur ton site web, euh, juste une vidéo, une revue, c'est dans les 2000 à 4000 dollars pour le travail que tu fais. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je pense que c'est surtout là que tu fais de l'argent. Mais c'est tellement de boulot derrière, surtout les vidéos, les scripts, filmer, editing et tout le reste. Et j'ai commencé avec Snake River Farm parce que j'étais affilié avec eux. Et ils m'ont contacté pour me demander si je peux faire un peu de vidéo. Donc, par hasard, je me suis retrouvé à travailler avec eux. Euh, mais, mais honnêtement, par rapport au volume de travail que ça a été, je passais tout l'été à travailler là-dessus. Je me suis dit, peut-être que c'est quelque chose que je me verrai faire quand j'aurai un petit peu plus de temps. Quand le site il arrive à un certain volume, ou bien je peux engager un assistant virtuel Ouais. pour faire quelques tâches que je fais à droite à gauche. Et dans ce cas-là, je peux me consacrer à ça. Ou je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour éditer les vidéos et s'occuper de cet aspect du business. Alors, les marques commencent depuis longtemps à regarder justement les blogueurs, les influenceurs, les choses comme ça. Toi, comment tu te positionnes? Est-ce que tu as un kit média, tu as un truc? Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs, de créateurs médias qui ont déjà leur kit média qui consiste en tout simplement un PDF, un document avec leurs analytics, le nombre de visites, le nombre d'écoutes sur le podcast, etc. Il y a une sorte de nouvelle économie qui se crée avec ça. Est-ce que toi, tu es prêt? T'as déjà ton kit média prêt à balancer ou alors c'est en élaboration? Non, non, j'ai un kill, mais je l'ai fait plus parce que je me suis dit au cas où Ouais, il y a tu me quelqu'un contactes, je suis prêt. qui me contacte, voilà, il veut mieux être prêt. Mais moi, j'utilise Influence Kit. Ah, Influence Kit. t'as aussi un autre truc? Ok, je vais noter aussi. Voilà. Alors ça, c'est vraiment l'épisode de podcast pour se lancer dans l'influence, j'aime pas trop ce mot, mais dans la création média. Influence Kit, Vid IQ, Rank IQ, c'est bon, j'ai tous les... Je vais vous faire une espèce de package de links là pour ceux qui écoutent. Vous pourrez vous lancer en 10 minutes à peu près. Après, ça prendra 5 ans comme tout le monde, mais au moins vous aurez les bons outils. Ouais. Donc tu utilises un truc Ouais. spécialement pour ça. Ouais, j'ai fait un PDF normal, un petit peu basé sur. C'est quelque chose c'était un des avantages d'avoir cette formation sur Food Blogger Pro parce qu'il te Mhm. donne vraiment tous ces trucs-là. Donc, j'avais créé mon kit média il y a quelques temps. Et puis, depuis, j'ai eu pas mal plus de presse de plus, podcast. Donc, il y a des choses que j'ai rajoutées au fur et à mesure le temps passe. Donc, voilà, j'ai créé une page sur mon site web pour tout ce qui est podcast et tout ça. Mais en fait, ce que les marques, elles veulent, à part cette petite introduction, c'est surtout de savoir leur poste, en fait, comment est-ce qu'ils évoluent. Donc, j'ai un petit peu peaufiné ce projet de travailler avec les marques, avec Snake River Farm,
Et j'ai contacté en fait Influence Kit et j'ai pris un. En fait, c'est un plan gratuit en fait. Si tu veux Mhm. avoir le basique et il te donne un compte et en fait tous les posts que tu fais, tu les ajoutes à un rapport et tu les envoies à la marque avec qui tu travailles. D'accord. Et Ok. ça peut être intégré avec WordPress. Donc ça veut dire que les marques peuvent aller directement sur ton site et Et checker le consulter. statut de c'est bien pour eux parce qu'au moins ils savent si jamais leurs campagnes sont efficaces et voilà. Et puis bon, après j'ai fixé des tarifs et tout le reste, mais comme je te dis, pour l'instant je suis pas encore prêt. Alors, tu focuses sur quoi pour 2024? On enregistre cette émission fin décembre 2023. Qu'est-ce que tu as en tête là, dans ton plan stratégique? Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Bah, cette année, ça va être une année pour augmenter mon domain authority, Ouais. mon Donc, site web, l'autorité du nom de domaine. voilà le domaine, Plus et c'est aussi haut, plus c'est bon. voilà, et aussi pour me positionner en fait sur YouTube. Ça va être une année de YouTube, et je continue avec mes podcasts. De toute façon, le SEO il continue à augmenter avec les posts optimisés. Et puis c'est surtout du YouTube. Et voilà. Et je pense que en général, YouTube, ça prend à peu près 2 ans avant que tu puisses avoir cette masse critique de subscribers pour que vraiment l'algorithme De te boost, ouais. propulse. Donc, j'ai commencé l'été, donc ça va être même jusqu'à mi 2025 en fait. Ok. Euh, Donc, tu as déjà voilà. tout prêt pour 2025. Ouais, Et j'ai planifié ma retraite, les études des enfants, avec qui vont se marier. parfait. La vision, la vision américaine, toujours. Alors, Tim Ferriss, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est donc un blogueur. Mais bon, lui, il a commencé en 2005-2006. Donc forcément, il a un petit coup d'avance sur pas mal de gens. Il parle beaucoup du fait de posséder sa catégorie, pas d'être dans une catégorie et d'être un mec de plus dans le sport, par exemple. Toi, j'ai l'impression que D'ailleurs, je te filerai son livre, je sais pas si tu l'as lu, mais il parle beaucoup de ça. Toi, j'ai l'impression que tu as suivi ce truc-là sans peut-être même le connaître. Own your category, parce que grill culture, il y a des trucs sur les grillades, il y en a plein. Il y a des trucs sur les barbecues, il y a des trucs, mais toi, j'ai l'impression que tu as synthétisé vraiment une catégorie et je pense que ça va payer sur le long terme. Et c'est une. T'as pas même si tu as stratégisé beaucoup de choses, ça, c'est un peu une partie de toi, quoi. Et ça, c'est Ouais. inimitable. L'avantage stratégique de devenir la catégorie. Donc, félicitations. C'est juste ça que je voulais dire parce Ouais, que je te c'est remercie, vraiment, Nicolas. vraiment une super approche que tu as. Et même quand on te rencontre, c'est aussi friendly et aussi accessible que ton site web. Donc, vraiment bravo. Ouais, je te remercie. À propos de ton histoire, le fait que tu aies toutes ces racines, toutes ces influences différentes, tu as vécu quand même dans pas mal d'endroits dans le monde, qu'est-ce que tu penses que ça apporte à ton business, là? Bah, c'est un petit peu l'essence de mon business, hein, parce que quand j'ai commencé mon projet, je me disais, tiens, je vais faire de la grillade, et puis j'ai commencé à faire filet mignon, j'ai commencé à faire du tri-tip et tout ça. Et puis à un moment, j'ai regardé sur Internet, je me suis dit, oh là là, je vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait me voir moi, alors que tu as le champion de l'Amérique Ouais, de la grillade qui vient de faire un post sur comment faire un brisket parfait. Alors, je me suis dit, il y a même si jamais je travaille là-dessus pendant les 10 prochaines années, je vais pas y arriver. ouais, Et je me suis dit, il faut que je trouve quand même quelque chose qui est à moi. Et je pense que tu as une audience vraiment limitée par rapport à ça. C'est un petit peu toutes mes recettes que j'ai découvertes à travers mes voyages, que ce soit des recettes de Côte d'Ivoire ou des recettes du Maroc ou des recettes de France. Et il y a aussi beaucoup d'adaptations. Il y a des recettes, par exemple, là, je viens de faire un post sur comment faire du pain dans le smoker. Euh, ouais. il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire du pain dans le smoker, mais c'est quelque chose qui est super facile à faire. Donc, c'était vraiment un fan du grill comme je le suis. Tu en auras peut-être un moment un petit peu marre de faire toujours les mêmes recettes de filet mignon, les mêmes recettes Ouais. de ci ou de ce steak ou de ça. Et puis c'est à cette audience particulière que je m'adresse. Donc, je vais avoir des brochettes thaï de Thaïlande avec la sauce au peanut butter que tu peux mettre dessus, ou bien ça. Et
et je les essaye, je les peaufine, je les arrange, je les aussi, et je les mets pas sur le site web à moins que mes gosses ils les mangent. Qu'ils me disent Ah c'est ouais, bon. c'est eux les juges. C'est C'est eux les bon, juges. c'est bon à savoir ça. Parce que je me C'est dis une que la bonne plupart des gens qui ont 35 ans ou plus, la plupart, ils ont des enfants ou des trucs qui sont assez occupés, je pense. Donc, ils n'ont pas trop le temps de faire des recettes qui sont un petit peu clichés. Donc, Ouais. à chaque fois que je fais une recette, on se met autour de la table et c'est eux les critiques. Et si jamais ça passe et que ma femme me dit c'est bon, c'est un green light, ben, dans ce cas-là, je le mets sur le site web. Greenlight, Family First. Bah écoute, je pense qu'on peut Voilà. conclure là-dessus. Je te remercie encore infiniment d'avoir été présent avec moi sur cet épisode de La Grande Évasion. Est-ce que tu veux ajouter un mot avant qu'on wrap up, comme ils disent chez vous? Non, moi, je dirais que si jamais il y a quelques-uns de tes subscribers, de tes followers qui ont envie de se lancer dans le domaine du blogging, je dirais qu'il faut absolument tenter. Faut le faire bien. Faut se dire, tiens, il faut que j'ai le budget pour, il faut que j'ai le temps pour, mais je trouve que c'est vraiment faut se concentrer sur l'aventure plutôt que la destination et apprécier chaque moment. Et c'est un plaisir, en fait, de faire du blogging. C'est quelque chose à partager. On rencontre des gens super, bah, et comme toi, d'ailleurs. Regarde, moi, je suis ici, toi, t'es là. Et voilà. C'est sympa de se rencontrer et tout ça. Et c'est un domaine fantastique. Voilà. Bah, merci en tout cas. Et je pose ma petite question traditionnelle. J'ai lancé La Grande Évasion parce que j'ai quitté mon job pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pose toujours cette question à mes invités. Pour toi, La Grande Évasion, qu'est-ce que c'est? Ah bah écoute, c'était un super podcast, génial. Et puis c'était aussi une super personne qui m'a apporté beaucoup de insight en fait sur le domaine. Et voilà. Bah, moi Donc aussi, c'était très sympa. je m'attendais à une vision plus genre, ouais, La Grande Évasion, c'est un super film avec Steve McQueen, comme ils me le disent tout le temps. Ou alors se barrer avec son baluchon à travers tous les États-Unis. Mais c'était un compliment, donc je te remercie, j'accepte le compliment. C'était très sympa de Merci. t'avoir aussi. J'ai eu beaucoup d'insights. Je vous laisserai tout dans les show notes. Naturellement, le site de Thierry qu'il faut absolument aller voir juste parce qu'il l'a fait. Et bah, je te remercie. J'espère te croiser soit à Paris si on n'a pas de chance, ou alors au Orange County, où là on aura de la chance. Ouais, bah, je t'attends. Avec grand plaisir. Je t'appelle la prochaine fois que j'y suis. Ça marche. Merci encore. Bye bye. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyer le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïf Terrache et le but, c'est La Grande Évasion.